Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur et de nous rejoindre pour le deuxième débat de la soirée consacré à la 5e circonscription du Var, celle des villes de Fréjus et de Saint-Raphaël, respectivement gérées par un maire Rassemblement National et un maire Les Républicains. La circonscription comprend également les villes des Adrets, de Roquebrune, de Puget, de Bagnols et du Muy. Je précise que ce débat est retransmis simultanément sur France Bleu Azur et France Bleu Provence. Autour de moi, 4 des 7 candidats que je vais vous présenter. Julie Lechanteux pour le Rassemblement National, vous êtes la députée sortante. Philippe Michel Klesbauer pour Ensemble. Je précise que vous étiez député dans cette circonscription de 2017 à 2022. Daniel Lombard pour les Républicains Nouvelle Énergie. Vous êtes militant de droite de longue date. Et puis Aurélien Lacour, candidat Nouveau Front Populaire LFI. Vous êtes en charge des relations publiques pour LFI dans le Var. Bonsoir à tous les 4. Bonsoir. Alors avant de vous donner la parole, je voudrais citer les 3 autres candidats dans cette circonscription. Il s'agit d'Hélène Charlotte de Buchère pour l'écologie au centre, de Rémi Kranzer pour Lutte ouvrière et de Vincent Thierry pour Reconquête. Et puis rappelez aussi les chiffres des européennes le 9 juin. Dans le Var, le Rassemblement National a réalisé l'un de ses meilleurs scores nationaux avec 43,12% des suffrages. C'est 12 points de plus que la moyenne nationale. Et si on regarde ce vote d'un peu plus près, dans la 5e qui nous occupe, le RN fait encore mieux, 45% des voix. Pour Renaissance, c'est 14,27%. Pour Reconquête, c'est près de 10%. Pour les Républicains, c'est 7,7%. Et Place Publique, Parti Socialiste, récolte un peu plus de 7% des suffrages. C'est donc une percée du Front National et une dissolution qui nous réunit ici ce soir. J'aimerais, dans un premier temps, savoir comment les uns et les autres, vous avez reçu et puis compris cette dissolution du chef de l'État. On commence avec vous, Julie Lechanteux. Oui, bonsoir à tous. Simplement, j'imagine que c'est une erreur de votre part et ça arrive, mais ce n'est plus le Front National, mais le Rassemblement National, et depuis bien longtemps maintenant. C'est important puisque beaucoup de choses ont changé depuis. Écoutez, nous pouvons que nous réjouir des scores faits par le Rassemblement National, obtenus par le Rassemblement National. Sur la dissolution. Sur la dissolution, là aussi, quand on sait que 66% des Français sont contents et souhaitaient cette dissolution, alors nous pouvons que nous réjouir que le peuple soit enfin entendu. Votre réaction à vous, M. Michel Klesbauer ? Très satisfait, puisque nous avons vu pendant la campagne des Européennes que le débat avait quitté la sphère européenne pour revenir sur un débat national. Donc le président de la République, à mon avis, a eu raison de reconvoquer l'électorat français et de replacer le débat au niveau national. Vous faites partie de ceux qui n'étaient pas surpris ? Pas du tout. J'attendais ça un peu plus tard, comme beaucoup, au moment des motions de censure que l'on nous annonçait, potentielles, dirons-nous, à l'automne. Mais je ne suis pas surpris. Compte tenu de la transformation du débat pendant les européennes. C'était le bon moment ? Je pense que oui. C'était le bon moment ? Je pense oui. Oui, puisque le débat des européennes s'est transformé en débat national. Donc la France avait envie de débattre. C'est très bien que l'on se retrouve aujourd'hui devant vous. Votre réaction, Madame Lombard ? Je trouve que c'est quand même ahurissant d'avoir un président qui fait une dissolution pour connaître l'avis des Français et laisser les Français s'exprimer, alors qu'on sortait justement des élections européennes et que les résultats parlaient d'eux-mêmes. À vous, Monsieur Lacour ? Je dirais, dans un premier temps, que c'est un aveu cinglant de la politique menée par le gouvernement depuis déjà quelques années. En même temps, LFI l'appelait de ses vœux depuis longtemps, cette tout à dissolution. fait, tout à fait. Et ça va d'ailleurs pouvoir permettre certainement une recomposition politique qui va permettre de pouvoir changer tout ça. Alors, clarification, en tout cas, c'est le terme qu'a utilisé le chef de l'État pour justifier, expliquer cette dissolution. Beaucoup pensent aussi qu'il a voulu mettre finalement les Français face à leurs responsabilités, face à leur vote. Ça donnait l'occasion de recomposition, on le disait, des partis politiques, alliance des candidats de gauche, alliance des droites, alors sans Reconquête, mais avec Marion Maréchal, fallait suivre. Enfin, en tout cas, beaucoup de choses à digérer. Est-ce que vous pensez que tout ça a apporté de la clarté ou plutôt plus de confusion, Monsieur Michel Klesbauer ? Peu importe. Maintenant, nous avons 2 semaines de débat. Et comme vous le disiez, les Européennes ont vraiment apporté déjà un préambule à ce débat, un warm-up à ce débat. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de choses vont être clarifiées grâce à ça. Vous parlez de nouvelles alliances. La grande nouvelle alliance, elle vient de la constitution de Front Populaire, qui en fait est la NUPES, et aussi d'une partie des LR avec le Rassemblement National. Voilà. C'est une clarification. Les masques tombent, parce que nous avions des personnes dont nous ne savons pas si elles allaient au moment des
des motions de censure votées entre elles, puisqu'on entendait la NUPES dire qu'ils allaient pouvoir voter avec le Rassemblement national certaines motions de censure. Là, aujourd'hui, les masques sont tombés, c'est très bien, ce qui fait que les Français peuvent voir leur candidat à visage découvert. Alors vous dites la NUPES ? Pardon, mais c'est le Front populaire, c'est ça. Front populaire. Excusez-moi, je m'habitue un petit peu. Je me permets, parce que cette alliance... Elle s'est pas faite juste comme ça, c'est sur un programme, et ça c'est important de le dire, un programme avec des mesures où on est tous d'accord dessus. Ça s'est fait très vite, mais on est tous d'accord sur toutes les mesures et le programme que nous allons. Donc si vous êtes d'accord sur tout, c'est une sur celle que nous avons actée ensemble, tout à fait, on est d'accord. Ah oui. C'est une précision utile. Je ne serais pas là aujourd'hui au nom du nouveau Front populaire. Voilà. Il y a des points sur lesquels vous doutez qu'ils soient mis d'accord ? Il y a des alliances ahurissantes. Et puis surtout, sur la réforme des retraites, ils ne sont absolument pas d'accord. Vous pouvez voir les déclarations de Mme Retailleau d'un côté, et puis les autres qui sont totalement opposés à cette réforme. Donc non, ils ne sont pas d'accord. Sur la réforme des retraites, je crois qu'il y a également des désaccords entre le Rassemblement national et Éric Ciotti. On y reviendra tout à l'heure. Effectivement, ça fait largement débat. On y reviendra tout à l'heure, mais je tiens quand même à préciser que sur justement la réforme des retraites, le groupe du nouveau Front populaire souhaitera une abrogation totale et immédiate de cette loi. Alors, je vous promets qu'on en parle en deuxième partie d'émission. Daniel Lombard, puisqu'on parlait des alliances, des accords, etc., il y a quelque chose qui fait débat, en tout cas depuis ce matin chez les Républicains. Ça n'a pas du tout plu à Michèle Tabarot, qui est la présidente, je le rappelle, de la Commission nationale des Républicains. Elle dénonce ce matin, dans les colonnes de nos confrères de Nice Matin, le coup de canif dans le contrat, en parlant de David Lisnard, qui a permis d'accoler sur beaucoup d'affiches, 62 je crois, le logo de son parti, Nouvelle Énergie, sur celui des Républicains. On parlait de confusion, est-ce qu'on n'aggrave pas la situation? Écoutez, moi je ne suis pas là pour commenter, je ne suis pas journaliste. Non, mais pour expliquer, au contraire. Pour expliquer quelquefois l'inexplicable, c'est que ça devient quand même de plus en plus compliqué. Moi, je voudrais qu'on en revienne à un débat. Moi, je suis de droite républicaine assumée. Et pour le moment, Madame Julie Le Chanteux est la députée sortante. Je n'irai pas plus loin sur le débat entre Éric Ciotti ou pas. Ce qui est une bonne précision, parce que les Républicains, la droite républicaine à laquelle vous avez toujours appartenu, et personne ne le conteste, est une droite très conservatrice. Et David Lisnard passe pour un libéral. Et les deux sont assez incompatibles. Je veux dire, il va falloir à un moment donné, là aussi, une clarification. Mais j'ai lu attentivement ce que Michèle Tabarot écrivait dans la presse ce matin, dans Var Matin, vos confrères. Et je trouvais ça responsable de sa part, parce qu'il y a aussi un brouillage des pistes qu'il va falloir éclaircir rapidement de leur part. Julie Le Chanteux, vous diriez aussi que les masques tombent ? Très clairement, évidemment. On le voit bien lorsque M. Bayrou, qui est donc le président du groupe politique de M. Claes-Bauer, déclare qu'entre Mélenchon et le Rassemblement national, alors il voterait Mélenchon, évidemment, le masque tombe. Quant aux confusions dont vous parlez, je ne pense que ce ne sont que des mots. Parce que, très clairement, il y a d'un côté le bloc des patriotes, qui aiment leur pays, qui veulent une continuité de la démocratie. Et puis, de l'autre côté, on a une politique du chaos avec Jean-Luc Mélenchon et la NUPES 2 qui se profilent. Et là est tout l'enjeu du débat, c'est-à-dire l'avenir de notre pays. Ce terme de chaos est utilisé un petit peu par tout le monde, et selon où on se place, le chaos est ailleurs. Écoutez, dans tous les cas, on nous avait prédit la même chose en 2014, le chaos arrivait et tout va bien, et à Fréjus et dans la circonscription. En l'occurrence, M. Macron nous a annoncé le chaos ou le RN, et puis on a eu et Macron et le chaos. Si vous me permettez, je voulais pas être impoli en interrompant Julie Chanteux, mais François Bayrou n'a pas déclaré ça et a démenti depuis. Non, il a démenti depuis. Il a démenti depuis, et le chaos, vous le voyez en mairie de Fréjus, et la population de Fréjus le voit aussi. Alors il a démenti, est-ce qu'il a corrigé? Oui. Est-ce qu'il a précisé sa pensée? Qu'est-ce qu'il a précisé? Il a dit qu'il n'avait jamais déclaré ça. Pourtant, tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. Tout le monde je souhaitais poser la question, est-ce que nous sommes à un débat des législatives, M. Claes-Bauer, ou un débat sur les municipales? Moi, tout ce que je retiens, c'est que les Fréjussiens ont voté à 47%. Les Fréjussiens ont voté à 47% pour le Rassemblement national. Je pense qu'ils estiment que leur vie est bien gérée. Alors, si vous le voulez bien, on va passer... Je me permets juste d'ajouter avec 55% d'abstention. Oui, alors,
On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a beaucoup de procurations, plus de 400 000 qui ont été demandées au niveau national, ce qui veut dire qu'il va y avoir plus de votants pour ce scrutin-là. Alors on va maintenant, si vous le voulez bien, parler concrètement des programmes et des enjeux dans la 5e circonscription. J'aimerais d'abord savoir ce qui, selon vous, depuis les dernières législatives, c'était en 2022, il y a 2 ans, ce qui a changé selon vous en France et dans la circonscription. Alors je voudrais d'abord rappeler les résultats du premier et du second tour lors de ces législatives de 2022. Donc Julie Lechanteux, vous faisiez au premier tour 36% des voix. Michel Klesbauer, un peu plus de 27% des voix. Le candidat LFI, qui n'était pas vous, Monsieur Lacour, faisait 12%. Et le candidat Reconquête, près de 11%. Le second tour vous a opposé tous les deux, Julie Lechanteux et Monsieur Klesbauer. Vous avez fait 56% des voix et vous, 44%. Voilà, c'est pour le contexte d'il y a 2 ans. Depuis, qu'est-ce qui a changé en France et dans la 5e? Monsieur Klesbauer. Ce qui a changé depuis, c'est un débat à l'Assemblée nationale qui est devenu pire qu'avant. La NUPES, mais vous êtes responsable du Nouveau Front Populaire, donc vous n'en êtes pas responsable, a déposé des motions de rejet sur à peu près tous les textes. C'est-à-dire qu'ils ont systématiquement refusé le débat, et c'est ce qui se passe depuis 2002. La motion de rejet, c'est au préalable la lecture d'un texte, et c'est vouloir empêcher qu'il soit débattu par les députés. Empêcher qu'il soit débattu, s'il n'est pas bon pour les Français, je pense que tous c'est les textes. 100% des textes depuis la 15e législature à laquelle j'ai appartenu et la 16e législature. C'est que rien n'était bon alors, certainement. Ben voilà. Et donc, c'est ça qui a changé. Ça questionne sur la posture. Est-ce que c'est une posture? Est-ce que c'est une opposition systématique? Ou est-ce qu'il y a du fond et il y a des nuances? Bien évidemment qu'il y a du fond et des nuances. Et je rebondirai sur le fait qu'on a parlé de politique chaotique avec M. Mélenchon. Lors de 2022, le programme économiquement parlant de la France insoumise a été quand même soutenu par beaucoup d'économistes et qui ne sont pas forcément de gauche. Je tiens à le rappeler. Celui de Macron avait été caractérisé de catastrophique, il me semble. Voilà. Julie Lechanteux, qu'est-ce qui aurait changé en 2 ans? Écoutez, a priori, beaucoup de choses, effectivement. Déjà, on l'a vu, effectivement, avec des débats au sein de l'Assemblée nationale qui étaient quasiment impossibles. Lorsque, pour peu qu'on en avait un petit peu, on a eu pléthore de 49.3 de la part du président de la République qui a gouverné à coup de 49.3. Localement, écoutez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque depuis les élections européennes de 2019, le Rassemblement national a fait sur la circonscription 10 points supplémentaires. Je pense que la politique des uns et des autres localement a porté ses fruits et convenu aux habitants de la circonscription. Est-ce que vous supprimeriez le 49.3 si vous étiez majoritaire à l'Assemblée? Absolument pas. Ça fait partie de donc notre... vous l'appliqueriez vous aussi? Pas dans ces conditions. Est-ce qu'il faut vous rappeler, Monsieur Klesbauer, le nombre de 49.3 qui nous a été imposé par le président de la République aussi, et toutes les législatures, il a refusé totalement tout débat. Il n'avait pas, il a été en minorité pendant ces 2 années. A eu lieu au moment du vote, le débat a eu lieu. Et c'est par le 49.3 qu'on a imposé le vote, mais le débat, il a eu lieu. On peut s'interroger sur l'intérêt du débat si le vote est imposé. Le débat a eu lieu, et il fallait sauver les finances publiques pour que la France puisse sauver fonctionner. les finances publiques avec 3 000 milliards de dettes pour la France. Mais comment pouvez-vous dire sauver parlons de la dette. Non, La dette, c'est un passif qui repose sur un actif. Vous savez de combien est l'épargne des Français? Mais de 5 quoi 000 vous parlez, milliards. là? Vous savez quel est l'effectif de la France? Moi, je vous parle de choses plus concrètes. De 1 200 milliards. Vous savez, c'est ce que concret. veulent les Français. Nous avons rétabli une croissance qui nourrit le plein emploi. C'est ça que Jordan notre... Bardella puisse arriver Absolument pas. au pouvoir et être Premier ministre pour pouvoir faire un audit des finances publiques. Et à ce moment-là, faites-le sur la ville de Fréjus, vous verrez. Nous parlons encore une fois des législatives, Monsieur Klesbauer. Vous êtes trompé d'élection. Mais c'est la même... Ici, c'est pas marchepied pour vos élections. On parle des législatives. Le déficit public de l'État est aussi le déficit des collectivités. La dépense publique est aussi la dépense des collectivités. Aujourd'hui, c'est 3 000 milliards de dettes, 900 milliards imputés à la politique d'Emmanuel Macron. Non, la relance et le Covid, c'est 400 000. Le plein emploi. Je vais reprendre la parole. Le Covid, si nous n'avions pas apporté les aides que nous avons apportées, aucune entreprise n'aurait... Alors, on ne va pas revenir sur le Covid, on va essayer de se concentrer sur ce scrutin des législatives. On parlait effectivement de cette dette de 3 000 milliards d'euros pour la France. Première préoccupation économique des Français, pour 58% d'entre eux, c'est le pouvoir d'achat. Alors, je voudrais qu'on parle de ce que les uns et les autres, vos partis, proposent à ces Français qui sont très inquiets sur leur avenir. On va commencer avec vous, Aurélien Lacour. Alors, nous, c'est très simple. Les mesures ont été assez dites et répétées. Avec le SMIC à 1 600 €,
La hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires, par exemple, je pense que ça, c'est des mesures indispensables. Ça a été chiffré, on a démontré de quelle façon on pouvait le mettre en place. Donc ça, je pense que c'est les mesures qui vont être les premières Augmentation du SMIC, portée à 1 600 €. Tout à fait. Augmentation des salaires. Des salaires en général, le point d'indice des fonctionnaires qui avait été gelé pendant longtemps et qui aurait besoin d'être réévalué. Et nous, on le porte à 10% tout de suite. Réduire la facture d'énergie. Réduire la facture d'énergie. Je vous souffle le reste? Non, pas du tout. Vous avez raison. Mais il y aurait tellement de choses à dire. Non, mais la liste est tellement longue qu'on se demande très sérieusement si ce n'est pas une liste au Père Noël et si c'est financé. Et la question, on peut la poser pour beaucoup d'autres programmes. Tout à fait, c'est finançable. Ça a été par rapport aux tranches d'impôts, par exemple, avec les nouvelles tranches d'impôts qui concerneront toutes les personnes. Plus de tranches d'impôts. Plus de tranches d'impôts, jusqu'à 4 000 €. Ceux qui touchent donc moins de 4 000 € ne paieront pas plus d'impôts, voire moins que ce qu'ils en payent maintenant. Les mesures principales, Madame Lombard, des Républicains. Moi, je vais dire que le pouvoir d'achat est une priorité absolue, actuellement. Qu'il faut réduire la pression fiscale et que chaque Français doit pouvoir vivre dignement de son travail. Et le travailler plus pour gagner plus, nous sommes entièrement d'accord. Il faut remettre aussi la France au travail et arrêter un peu l'assistanat tout en aidant beaucoup les Ce sont un peu des injonctions, qui en ont ça. besoin. Mais oui, mais c'est possible de le faire. Il suffit d'avoir la volonté et de faire des propositions et de les mettre en pratique surtout. Et de ne pas faire que de la com. Parce qu'actuellement... C'est ce qu'on vit quand même avec M. Macron, c'est qu'on est dans la com permanente et on a des injonctions tantôt l'une, tantôt l'autre, et que finalement, on ne sait plus où on va. Et Daniel Lombard, qu'est-ce que vous dites les habitants de la circonscription que vous rencontrez sur leur pouvoir d'achat, sur l'attente des les habitants de la circonscription, je les connais bien parce que je suis à la fois élue à la mairie de Saint-Raphaël, j'étais à l'urbanisme, je suis au patrimoine, et je suis sur le terrain tout le temps et je m'occupe aussi de ma délégation au transport sur l'agglomération. Ce que je vois et ce dont on se plaint le plus souvent, c'est que les Français n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus avec l'inflation, avec le travail qui est difficile à trouver. Il faudrait aussi qu'on retrouve une flexibilité, une facilité d'accès au travail. Et arrêter... Là, on entend les accents libéraux de Nouvelle Énergie. Julie Lechanteau, je voudrais vous interroger aussi sur les mesures principales que prévoit le Rassemblement national en matière de pouvoir d'achat. Évidemment, c'est la baisse de la TVA sur l'ensemble des énergies, ce que nous demandons depuis maintenant même des années. C'est indispensable que les personnes puissent mettre de l'essence dans leur voiture pour accompagner leurs enfants à l'école ou pour pouvoir aller travailler. Il est indispensable que les personnes, et notamment les personnes âgées, puissent se chauffer et aient un peu plus de 16 degrés dans leur habitation. Voilà. Qui est contre ça? A priori, c'est une mauvaise idée. Alors, mais comment? Alors, cette baisse de la TVA de 5,5 sur les énergies et le carburant, vous la financez comment, cette baisse? Avec beaucoup d'économies qu'il y a à faire dans ce pays. Aujourd'hui, depuis 7 ans, nous assistons à une gabegie monumentale de l'argent public. Des économies, il y en a à faire dans tous les domaines. Notamment, je crois, avec la réduction de 2 milliards de la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Par exemple, quand on sait que la France est un contributeur net, chaque année donne à environ 27 milliards d'euros à l'Union européenne et n'en récupère que 17, vous voyez bien qu'il y a déjà un delta. C'est pas le Brexit, mais il y a des relents. Non, pas du tout. Il y a des négociations. Et pour ça, Madame Lombard en parlait, il faut une volonté politique. Rien n'est impossible. On dirait, les Français disent souvent impossible n'est pas français. Eh bien, la volonté politique est de même. Quand on a une volonté politique, il est tout à fait possible de négocier, et notamment avec la Commission européenne. Un mot sur les retraites, c'est un sujet qui préoccupe également les Français. Donc je voudrais connaître également les propositions de vos différents partis sur ce sujet. On parlait d'achoppement un petit peu tout à l'heure, Julie Lechanteau, entre votre parti, le Rassemblement national, et le camp ciotiste. Est-ce que tous les jours, on a des déclarations un petit peu différentes de Jordan Bardella? J'avoue qu'on a du mal à s'y retrouver. On en est où, là, sur les retraites?
Alors, quant aux déclarations un petit peu différentes, nous avons pu noter que la presse et les médias, excusez-moi, se font un malin plaisir à dire tout et n'importe quoi. Ils espèrent des différences de ligne entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, ce qui n'est absolument pas le cas. Il n'y a qu'une seule et unique ligne. Alors, quelle est cette ligne ? Tout va bien. La ligne, évidemment, c'est de réformer il y a le temps des urgences, que sont le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration, et le temps des réformes. D'accord ? Une fois ce temps arrivé, du temps des réformes qui sera à peu près au mois de septembre ou octobre, nous aurons entre-temps fait un audit des finances publiques et à ce moment-là, avoir la possibilité de revenir sur cette réforme qui sera de toute façon abrogée. Vous n'avez pas réussi à vous entendre sur un âge de départ légal à la retraite ? Ah si, l'âge légal de départ à la retraite est à 60 ans avec 48 annuités. Ça, on le savait. Légalement. Pour les autres ? Pour les autres, à ce moment-là, ça sera en fonction de l'audit et des finances publiques. Vous savez, Philippe l'audit, il existe. C'est la Cour des comptes qui le fait chaque année et qui le restitue. Donc, vouloir faire un audit, c'est remettre en cause le travail de la Cour des comptes. Je crois que c'est un peu hasardeux. Cette retraite à 60 ans, comme la baisse de la TVA, vous allez la financer, c'est ce que vous n'osez pas dire, sur l'épargne des Français. Pas du tout. Ceux qui aujourd'hui ont des assurances-vie vont se faire piller. 1,6 milliard, c'est ce qu'il faut pour cette réforme des retraites. Ne serait-ce qu'en supprimant l'AME, c'est-à-dire l'aide médicale d'État, c'est-à-dire de soigner les clandestins, c'est 1 milliard. Vous voyez, il est très facile de financer le travail, les Français. Vous l'avez entendu, moi je pense qu'il y a d'autres endroits où il faut récupérer de l'argent. Et qu'est-ce que vous faites des Français qui ne peuvent pas aller chez le dentiste parce qu'ils n'en ont pas les moyens et je vais vous répondre. À contrario, vous avez un clandestin, c'est-à-dire un étranger qui est sur le territoire de manière illégale, qui lui a les dents soignées gratuitement. Il y a ça des payé choix. par Vous connaissez le montant de la loi programmation militaire, 413 milliards d'euros. 413 milliards d'euros. Elle a augmenté de 40%. Vous imaginez avec cet argent-là ce qu'on aurait pu faire? C'est une bonne chose. Oui, très bien. Absolument. Donc de l'argent pour la guerre, pas pour la paix. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Nous avons besoin de soigner tout le monde, ne serait-ce que pour prévenir l'arrivée de nouvelles maladies sur le territoire. Tous les médecins vous le disent. Nous avons besoin de suivre tout le monde. C'est une question de santé publique. Les Français en priorité qui cotisent toute leur vie peut-être, qui travaillent pour ça, qui aujourd'hui ne se font pas soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens, Monsieur Klesbauer. Le milliard 6 dont vous parlez, il suffit de voir les dépenses somptuaires dans les collectivités. Fréjus n'est pas à l'abri de ça. C'est pas possible. Il faut revenir pour le débat des municipales, Monsieur Klesbauer. Non, mais vous êtes là pourquoi? Pour la nation, pour Fréjus? Je suis pour les comptes de la nation. La dotation que l'État donne aux collectivités, la dotation, le déficit de l'État se retrouve dans la dotation que l'État fait aux collectivités. Et les dépenses somptuaires, quand on dépense, excusez-moi, mais 63 millions d'euros, 63 millions d'euros pour 1 kilomètre de plage de promenade. Alors avec ça, on ne parle pas du tout des retraites. On ne parle pas du tout des retraites. Alors sur les retraites, et c'est important parce que retraite à 60 ans, ça n'est pas finançable. Vous le savez, je suis président du mouvement démocrate du Var. Nous sommes pour la retraite à points. Et s'il y a une seule réforme qu'il faut faire, chers camarades, c'est de revenir sur la réforme à points. Celle-ci, elle est juste et elle est égalitaire pour tous. Quelle que soit la durée de cotisation, ce qui compte, c'est le nombre de points que vous avez accumulés. C'est ce qu'on appelait une retraite à la carte, avec la capacité d'avoir un âge pivot, partir avant avec une décote, partir après avec une surcote. S'il y a vraiment un combat, s'il y a vraiment un dossier des retraites à rouvrir, nous qui avons défendu, j'ai fait le trottoir pour ça, c'est la retraite à points. On a vu la mobilisation qui en a suivi pour la réforme des retraites. Moi, j'aimerais entendre Daniel Lombard sur le sujet des retraites, s'il vous plaît. Sur le sujet des retraites, moi, bien sûr que je suis pour le travailler plus, puisqu'on a de moins en moins d'actifs. Donc, on ne peut pas prévoir un départ de la retraite à 60 ans. Mais il y a des façons de voir au cas par cas aussi sur certains problèmes, particulièrement sur l'épargne et sur une façon plus cohérente. Donc toucher dans l'épargne des Français ? De gérer les finances. Parce qu'actuellement, il y a une gabegie énorme. Ça part dans tous les sens. Et alors, Monsieur Klesbauer, j'aimerais bien savoir où vous étiez pendant 5 ans quand vous étiez à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Oui, mais il n'en est pas sorti grand-chose. Et puis depuis 12 rapports, le vote de toutes les lois. Mon prédécesseur qui était votre parti n'a pas voté autant de textes en 15 ans. Où étiez-vous? Parce qu'on ne vous a jamais revu. Mais si, je suis à Fréjus, sur le terrain, à Saint-Raphaël, place Victor Hugo régulièrement, sur le port de Saint-Raphaël avec les pêcheurs, et à régler des problèmes encore aujourd'hui qui les concernent. D'accord. Alors écoutez, moi je ne vous ai jamais vu. Et à Fréjus, on ne vous a pas vu beaucoup. Au Muy non plus, à Roquebrune non plus, à Bagnoles non plus. Pourtant, j'y suis régulièrement aussi, étant élu. Mais vous parlez de gabegie, c'est intéressant. Oui, la gabegie,
Dites-nous, c'est quoi la gabegie? Il y a une gabegie, un fric fou dépensé dans tous les sens. Ça, c'est pas Vous nouveau, le appartenez à fric une fou. majorité qui dépense 63 millions d'euros pour 1 kilomètre de promenade au bord de mer. 63 000 euros le oui, mètre. alors là, vous allez nous remettre ça encore. Non, mais c'est Ben pas oui, possible. 63 000 On euros le va en mètre. parler n'a dans la jamais vu dernière ça. partie Oui, des le enjeux débat, locaux. on parlait quand même monsieur des- Lacour. on parlait des retraites et je trouve important que... Non, Il y a des députés sortants. Non, parce qu'il y a 80% de la population il y a des gens là qui sont là adhèrent. pour être élus et je pense que la première chose à faire, c'est d'écouter les citoyens. Les citoyens Ah ben, ils se sont déplacés, ils se sont mobilisés dans la rue. Cette loi, elle a été passée de 49 francs en 49.3 sans qu'on écoute la population. C'est quand même 80% des gens qui n'étaient pas d'accord avec la réforme des retraites. Ça fait des années qu'on n'écoute plus la population, d'ailleurs. Mais je pense qu'il faudrait le faire, non? Eh ben, les urnes parlent quand même d'elles-mêmes. Donc vous voulez tous les deux urnes écouter les parlent, populations, mais vous n'entendez pas la sont même chose, c'est ça? sont déçus de la politique. On voit le nombre les abstentionnistes, c'est assez important. Oui, eh ben, Le nombre d'abstentionnistes. réveillons un peu les abstentionnistes. Et les gens, ils y étaient dans la rue pour la réforme des retraites. Donc nous, ce qu'on peut leur dire et qu'on leur propose tout de suite, c'est l'abrogation de cette loi. Tout de suite. L'abrogation de cette loi, carrément. Tout à fait. Allez, Vous allons-y. revenez à la loi antérieure? On repart sur les gens pourront partir tout de suite à 62 ans. Après, on bah travaillera oui. pour les 60 Eh ans. ben oui, Tout alors, à fait. Et vous l'avez financé. Toujours la même C'est question. irresponsable, c'est complètement irresponsable ce que vous proposez. Je ne suis pas d'accord. Alors, on ne va pas vous mettre d'accord ce soir. Non. On va passer rapidement, j'aimerais quand même qu'on parle de l'assurance chômage, puisque là aussi, vous avez des projets, monsieur Lacour. Oui, donc sur l'assurance chômage, on est un petit peu sur la même chose. En fait, l'idée pour vous, c'est de supprimer les 3 réformes. Voilà. Tout à fait. On fait comme avec la retraite, on prend le texte et on le jette à la poubelle. Madame Le Château. Absolument. Ça a été un raccourci, vous m'avez... Bon. Mais, Pardon, mais on est d'accord, mais on est d'accord. C'est ajoutez l'abrogation au de cette contraire. réforme. Pur et dur. Pure et dure. Évidemment, le temps des urgences, le temps des réformes et évidemment La suppression. la suppression de la réforme de l'assurance chômage, évidemment. Daniel Lombard, vu qu'il parlait de difficultés des Français au quotidien. Moi, je pense qu'en fait, tout est à l'envers actuellement et qu'il faut tout reprendre. Et c'est pour ça que j'ai le soutien aussi de David Lisnard, le maire de Cannes, qui est quand même le président des maires de France. Et je pense qu'il a un projet pour la France qu'il faut vraiment écouter, qui est entendable par tous les Français, parce que ça part dans tous les sens et qu'il faut vraiment recentrer nos débats sur les priorités des Français. Michel, Les réformes sur l'assurance chômage, puisqu'il y en a plusieurs depuis 2017, ont pour objectif de rendre compétitif l'emploi par rapport aux allocations qui sont versées par le chômage. C'était la première des revendications de tous les chefs d'entreprise, de tous les employeurs de France en 2017. Nous nous sommes employés depuis, et vous en connaissez, vous avez été aussi une brillante professionnelle dans l'immobilier, et nous nous sommes employés à faire en sorte que l'écart entre ce qui est versé à quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui est au chômage, malheureusement, fasse que, si une proposition lui est faite, il retourne vers l'emploi. C'est ça, un notre encouragement au engagement. travail. Et je comprends qu'il y ait des choses à corriger. On pourrait être notamment d'accord sur pour le SONIA. SMIC à 1 600 €, du coup. Mais vous avez vu que pendant la période où nous étions, le SMIC n'avait jamais autant augmenté. Vous en êtes témoin. Vous oubliez seulement une chose, c'est que ce Dites-moi, sont les patrons qui financent le SMIC à 1 600 €. Comment vont-ils faire pour payer leurs employés à hauteur de 1 600 € le SMIC? Parce que là, vous n'engagez pas les finances de l'État, vous tapez sur les TPE et les PME. Comment Je ne suis vous pas faites? d'accord, nous on tape sur les super profits et pas les TPE et les PME. Non, je suis... Mais qui va payer le d'accord. SMIC à 1 600 €? Vous vous rendez compte que les TPE-PME sont les plus gros employeurs de notre pays? Ce ne sont pas Et vous vous les rendez grandes compte que entreprises. les riches et les ultra riches, ils ont augmenté leur fortune à des sommes colossales. Et quel est le rapport Eh avec bien, le SMIC il faut à les 1 600 taxer. Il y a des gens qui ne payent même pas leurs impôts mais, ici. ce sont deux choses différentes, monsieur. Comment vous faites faire payer le SMIC à 1 600 € par les patrons, d'accord, des toutes petites entreprises et des moyennes entreprises? Dites-moi comment vous faites. Le MoDem a C'est une réponse. On réduit impossible. leurs Ça. charges. Alors, on va écouter la Ah, réponse donc du vous êtes MoDem. d'accord avec nous? C'est pas Et on votre va passer à la proposition, dernière partie de et cette c'est pas émission. et c'est S'il pas vous votre plaît. et ce n'est pas votre programme. Le monsieur. MoDem a Michel une Cresbord. réponse pour ça et le groupe MoDem a proposé que nous taxions les rachats d'actions par les actions du CAC 40 ou du SBF 120. La réalité, c'est que le rachat d'actions est un surprofit gratuit pour les actionnaires. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé, nous, au groupe MoDem, de faire une taxation sur cette transaction financière qui permettra de financer des progrès sociaux dont nous débattrons pour savoir lesquels seront adoptés. Mais voilà une recette que nous pouvons faire sur les super profits, j'entends le dire, parce que le MoDem
s'est singularisé là-dessus. On verra ce que deviendra cette politique. idée, cette proposition. Je vous propose, puisqu'il nous reste 10 minutes d'émission, que l'on poursuive, puisqu'on a fait un petit tour des programmes nationaux, que l'on regarde maintenant un petit peu de plus près les réalités du territoire qui nous occupe, la 5e circonscription du Var, composée, je vous le rappelle, principalement des villes de Fréjus et de Saint-Raphaël. Alors, question à tout le monde, est-ce que vous voulez qu'on parle de sécurité, puisque parmi les villes, et dont on a parlé ici, il y a Fréjus, et on parle beaucoup dans l'actualité de la Gabelle. Tout ne va pas si bien à Fréjus, Madame Le Chanteux. Écoutez, moi je suis étonnée parce que je vais rendre public d'ailleurs cette enquête que j'ai fait faire sur justement la problématique de la sécurité sur l'ensemble de la circonscription. On voit que le point noir de la circonscription est sur la ville de Roquebrune. Voilà, et personne n'en parle parce qu'évidemment, nous avons deux villages et le bord de mer. Or, c'est la ville de la circonscription où il y a le plus de délinquance, où il y a le plus de cambriolage, où il y a plus de vols. Eh bien, on attend après l'État, parce que je rappelle que la sécurité est du domaine du régalien. C'est la responsabilité de l'État qui... Donc pas assez de policiers municipaux et nationaux, pardon. Les policiers municipaux prennent trop souvent le relais sur la police nationale. On a une chance, c'est qu'ils arrivent très bien à travailler de concert. Donc, ils arrivent à maintenir le quartier de la Gabelle en sécurité. Néanmoins, j'ai demandé à M. Darmanin justement les moyens nécessaires pour ce quartier de la Gabelle. Et il a refusé de classer ce quartier en quartier de reconquête républicaine. Un mot sur la sécurité. Oui, vous savez que le point le plus noir dans notre agglomération, ça reste les passages piétons de Fréjus et Saint-Raphaël. C'est 8 dommages corporels graves. J'espère que vous plaisantez là, non, monsieur Klesbauer. 8 dommages graves ou mortels par an, vous allez dire madame. ça aux policiers nationaux et municipaux qui se prennent des cocktails Molotov à tout va et qui risquent leur vie, vous leur dire le problème, ce sont les... Vous risquez davantage de vous faire écraser, d'être tué comme c'est arrivé, Madame Lombard. N'ironisons pas là-dessus. Sur un accident très grave. Non, c'est grave. Ce sont des automobilistes sous l'emprise de drogue, des automobilistes que vous connaissez tous, que nous connaissons tous, qui sont l'emprise de drogue et d'alcool, foncent et... À Saint-Raphaël, vous avez eu des personnes âgées. Alors, qu'est-ce qu'un député pourrait faire pour éviter tout ça? Qu'est-ce qu'un député de la nation pourrait faire? Le député, ce qu'il peut faire, moi, ce que j'ai fait lorsque j'étais député et que Gérald Darmanin était déjà ministre de l'Intérieur, je suis intervenu pour qu'on ait plus de CRS et qu'on ait une compagnie mobile de CRS pendant l'été qui avait disparu avant mon mandat. Et je vais vous le dire, il y a 3 jours encore, il y a 3 jours, pardon, jeudi dernier, les policiers de la police nationale m'ont fait part de la suppression d'enveloppes budgétaires pour payer les réservistes. Je suis intervenu immédiatement. Le soir même, c'était rétabli. La réalité, elle est là. C'est pas les échos que j'ai eus. Ils ne savent même pas où ils vont être logés à Paris lorsqu'ils vont aller sur place pour les Jeux Olympiques. Alors, non, je ne plaisante pas. Un mot de l'hôpital c'est de bien Fréjus. qu'on assume les Jeux Olympiques. Qui a subi... Là aussi, moi, j'aimerais dire que la répression, je ne pense pas que ça soit la solution. Ah bah non, vous êtes pour désarmer les policiers, monsieur. Excusez-moi. Une police de proximité, je crois que c'était 2008 où elle a été supprimée, où ça marchait beaucoup mieux que maintenant. Donner des logements décents, avoir des emplois dignes et des services publics de qualité, ça permettrait de renouer le dialogue, ça permettrait à ces gens d'avoir des conditions de vie différentes. Parce que si on en est arrivé là, c'est par rapport aux conditions de vie. Et je pense que la répression n'est pas la solution. La condition de vie des gens qui habitent, par exemple, dans les quartiers populaires en particulier, oui. Ah oui, qui sont embêtés par les délinquants qui vont faire tirer des cocktails Molotov et des feux d'artifice le soir sur la police. Ouais. Est-ce qu'on peut aborder le sujet de l'hôpital? Je sais qu'il vous tient à cœur à tous les 3 mois. L'hôpital de Fréjus, en tout cas, ses urgences ont été fermées de nombreux mois récemment, enfin en tout cas les soirs. Ça a eu des conséquences sur l'hôpital de Fréjus. On fait quoi là aussi? Oui, moi je sais que j'avais fait un article chez vos confrères de Var Matin en novembre 2019 et on m'était tombé à bras raccourcis parce que c'était au moment où l'agglomération et la ville de Fréjus proposaient un stade de 8 ou 10 000 places et je disais, moi je préfère qu'on paye davantage de médecins. Un médecin débutant à l'hôpital, il a 2 700 €. Le joueur moyen de notre équipe de football, madame, il a 5 000 €. L'hôpital, quel est le point de comparaison? Absolument pas. Non, un hôpital public. L'argent, la dotation publique, ce que vous donnez aux collectivités qui part dans une équipe de foot ou
1 kilomètre à 63 millions d'euros, c'est ce que vous pourrez. Mais bien sûr, je les connais. Qui est président du conseil d'administration intercommunal? C'est le maire et le président d'agglomération. C'est une question de finances publiques, elle est la même. Que ce soit la collectivité locale, départementale, nationale, c'est la même poche, celle du contribuable. Non, c'est pas la même poche, non, ce ne sont pas les mêmes financements, ce ne sont pas les mêmes lignes budgétaires, absolument pas. C'est comme le régalien, vous voyez. Regardez vos programmes en matière de suppression d'emplois publics. Pour vous revenir parlez aux des emplois Français, nationaux comme des emplois locaux. La dégradation des services publics. On est d'accord parce qu'on est sur... Au niveau national, parce que je reviendrai là-dessus, effectivement, ça dépend de financements nationaux pour les services publics et en particulier l'hôpital. Sur l'hôpital, on est sur Fréjus avec la population, il me semble, qui est en période estivale 3 fois plus nombreuse que dans les autres périodes. Avec les services publics et l'hôpital qui est déjà sous tension pendant les périodes hors les périodes estivales, ça devient très compliqué. C'est des choix de politique nationale qui permettront effectivement de redonner, de savoir où on met l'argent et pourquoi on met l'argent. Je pense à la santé, mais il y a aussi l'éducation. Exactement, nous sommes d'accord. Et ce sont des questions de dépenses nationales. Et c'est là où aujourd'hui nous devons, vous parliez du président des maires de France, regardez ce qui se fait en matière, vous parlez de gabegie, en matière de dépenses d'argent public. Il y a des dépenses publiques locales qui sont complètement superflues, alors que nous avons des dépenses régaliennes comme vous le disiez. Parti d'Emmanuel Macron, en même temps, on est sur un problème national et vous me parlez de l'argent. Parce que nous avons supprimé la taxe d'habitation et que nous avons augmenté la dotation globale de fonctionnement. Vous avez pris l'argent des Français d'un côté, vous leur avez donné d'un côté pour leur reprendre deux fois plus de l'autre côté, monsieur Klesbauer. Et vous ferez mieux à faire, vous, madame Le Chanteur? Mais évidemment, et d'autant plus qu'on ne fera pas de la com comme monsieur Véran qui s'est déplacé dans toutes les villes et rennes aux frais du contribuable, là aussi, et notamment qui est venu à l'hôpital intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël avec 1 heure de retard, en sachant que tous les soignants attendaient plutôt que de soigner leurs patients. Ça ne donne pas des mesures pour l'hôpital, ça. Les mesures pour l'hôpital, ce sont des investissements. C'est une meilleure gestion du budget, c'est retirer l'ARS et la multiplication des tâches administratives, là aussi, où les médecins sont coincés dans leur bureau plutôt que d'être en train de soigner leurs patients. Qu'est-ce que vous avez contre l'Agence régionale de santé ? De remettre l'humain au milieu au travers de la santé et pas l'argent quand on parle de santé et d'être humain. Daniel Lombard, vous semblez d'accord avec ces propos? Oui, tout à fait. Je suis d'accord parce que c'est vrai que l'humain est complètement oublié. L'administratif et la bureaucratie prend le pas d'une façon énorme et complètement incroyable. Et en fait, quand vous allez voir un médecin, vous voyez bien que pendant 5 minutes, il vous ausculte, et puis après, il met 10 minutes ou un quart d'heure pour remplir ses papiers, l'ordinateur, etc. Et pas que ça. Et puis, c'est le manque de moyens. Il y a pas assez de médecins. Un manque de moyens flagrant et un manque d'investissement. Et les ARS bloquent aussi beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il faudrait... C'est tout à revoir aussi de ce côté-là. Est-ce que vous reconnaissez que pas assez d'argent a été donné à l'hôpital? On a fait arriver 19 millions d'euros à l'hôpital de Fréjus, 19 millions d'euros. Et ça a été suffisant, selon vous? Bien sûr que non. Il faut toujours aller plus loin. Mais la réalité que nous avons eu pendant des décennies une politique sur le personnel soignant et médical qui nous a jugulé la proposition de médecins sur le marché. Pardonnez-moi pour le terme de marché. Nous avons fait sauter le numerus clausus. Mais il faut du temps. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Il y a un petit décalage. 10 ans. Mais entre-temps, il y aura peut-être eu... On ne va pas raccourcir les études de médecine, quand même. Ah ben non, je ne pense pas. Bon, merci. Mais donc, il y avait peut-être d'autres solutions, quand même, aussi. Il y a bien d'autres solutions, non, pour faire médecin? Ou alors aller chercher des médecins étrangers, mais je crois que vous y êtes opposés. Notamment, nous proposons aux médecins qui, légalement, auraient l'âge de la retraite, qui souhaitent continuer, et ils sont nombreux, de les exonérer. Totalement, d'impôt sur le revenu. Exactement, d'impôt sur le revenu, puisque ce serait un juste retour de leur engagement envers les personnes et la santé. Est-ce que ça, c'est une proposition qui pourrait vous mettre tous les trois d'accord? Mais alors, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de ceux qui payent des revenus, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le problème des hôpitaux, des EHPAD, de tout le système médico-social, et au-delà de ça, dans certaines entreprises, c'est le recours à l'intérim. Vous retrouveriez, dans le cas où vous recruteriez davantage de médecins retraités que de médecins
capable d'être intégré dans une structure, un CDI. L'idée, elle sonne bien. Dans sa mise en pratique, on se rend compte aujourd'hui de la difficulté qu'il y a à recourir à des gens par intérim. L'intérim nous coûte 3 fois plus cher qu'un CDI. Ont largement dépassé l'âge de départ à la retraite, continuent de travailler parce qu'il n'y a pas de médecin. Mon grand-père était médecin, il a travaillé jusqu'à 75 ans, je le sais. La réalité, c'est qu'elle est moins facile à appliquer dans les établissements. D'où l'intérêt de décentralisation et de faire que les collectivités soient davantage impliquées dans cette question de gestion. Je rejoins vos propos. Un dernier mot, Madame Le Chanteux, on est à quelques secondes de l'antenne. Elles sont déjà bien démunies. Quand même, c'est pas facile pour les collectivités. Le médico-social, ça appartient au département. Les EHPAD, c'est les départements. 10 secondes, on laisse conclure Madame Le Chanteux et ça va être la fin de l'émission. J'ai envie de dire aux Français, on est à un moment historique. Ils ont le choix entre le sursaut avec Jordan Bardella, avec une politique raisonnable et responsable. Vous voulez conclure sur les hôpitaux. Merci à tous les 4. Merci d'avoir participé à ce débat dans la 5e circonscription du Var. La campagne continue jusqu'au 28 juin. D'autres débats et des reportages suivront sur notre antenne. Très belle fin de soirée à vous.